concluons cette séance avec François Bellamy que j'accueille parmi nous, qui va évoquer les racines anthropologiques de la crise, dont François en parle dans ces termes dans l'exhortation apostolique. Pas François. Et après, donc, nous avons un échange entre nous comme la dernière fois, et puis François Villot-Leclerc conclura les travaux de ce colloque. Je vous laisse parler. Merci beaucoup pour votre accueil. Je vais parler de vous, mais c'est par déformation professionnelle. Je suis donc professeur de philosophie et je suis très ennuyé de venir conclure ces travaux parce que, comme tout professeur de philosophie et comme toute personne qui pratique la philosophie, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et donc je ne suis absolument pas un expert de l'économie, même s'il m'est arrivé de pratiquer cette discipline dans mes études, mais je ne vous parlerai pas aujourd'hui du point de vue de l'économie, mais précisément peut-être du point de vue de la philosophie, et j'espère que mon propos, s'il peut avoir une seule et modeste ambition, sera de corroborer celui de mes prédécesseurs qui nous ont proposé une réflexion, pour le coup, étayée sur des réalités économiques. Mon propos sera de relier précisément la situation de crise que nous traversons, c'est la question qui m'a été posée, à sa dimension anthropologique, c'est-à-dire à la situation où se trouve placée notre humanité et le regard que nous portons sur notre propre humanité, c'est-à-dire sur le fait d'être humain. Et je voudrais articuler mon propos à partir de cette conclusion que vous venez de proposer, c'est-à-dire à partir de cette question de l'indifférence dont vous avez certainement déjà parlé. Je vous prie de m'excuser parce que je n'ai pas pu vous rejoindre plus tôt, je célébrais des mariages, comme élu local cette fois-ci. Et donc je vous rejoins tout juste, j'espère ne pas être répétitif, mais je voudrais repartir de cette question de l'indifférence qui est au cœur de l'avertissement que nous lance le pape François et qui est, je crois aussi, au cœur du diagnostic que nous pouvons poser sur la situation que nous traversons aujourd'hui. Je crois que si nous avions un seul mot pour décrire les sociétés occidentales que nous connaissons, bien ce serait sans doute ce mot d'indifférence. De fait, cette indifférence contemporaine, elle traduit une double tension, une tension au nom de la liberté vers la suppression de toutes les normes qui s'appliquent de l'extérieur à nos comportements, une indifférence donc au bien et au mal, et deuxièmement une tension vers l'uniformité au nom de l'égalité, c'est-à-dire la suppression précisément de toute altérité qui pourrait traverser notre humanité. Commençons peut-être par cette première forme d'indifférence qui est la volonté de supprimer les normes qui pourraient s'imposer à nous. Cette indifférence n'est rien d'autre que la conclusion, l'achèvement, l'aboutissement de ce que la philosophie reconnaît comme la modernité. La modernité commence avec le travail de Descartes, qui est le premier à avoir formulé une conception totalement nouvelle de la liberté, totalement inédite, même s'il n'y a pas lui-même complètement adhéré, il en a néanmoins été le premier interprète. Et cette expression de la liberté, c'est celle qu'on appelle précisément, du point de vue de la philosophie, la liberté d'indifférence ou d'indétermination. Descartes écrit dans une lettre très célèbre au père Mélan, qui est une sorte d'apax dans son œuvre, il écrit dans ce courrier, au fond, qu'il pourrait peut-être être un bien de refuser quelque chose que l'on sait être vrai, ou bien un bien clairement connu, c'est-à-dire de choisir la voie de l'erreur ou la voie de ce que l'on sait être mauvais, pourvu que l'on pense que c'est par là un bien supérieur que d'affirmer son libre arbitre. Et donc, il y a là une forme de liberté qui est celle que nous nous reconnaissons, nous les modernes, comme l'expression ultime de la liberté, c'est-à-dire le fait d'avoir le choix. La liberté n'est plus le fait de savoir faire un choix, de savoir bien choisir et de posséder la norme nécessaire à un choix éclairé, mais la liberté consiste à avoir le choix, avoir devant nous une variété de possibilités. C'est la raison pour laquelle il nous est, de fait, si difficile de choisir, parce que la liberté d'indifférence suppose précisément de demeurer indifférent aux options qui se présentent devant nous. Si, par exemple, on me présente un plat de nourriture que j'ai très faim, mon choix sera relativement ténu, puisque de fait, choisir de ne pas dévorer ce qu'on me propose, évidemment, serait évidemment contradictoire avec mon penchant profond. Je suis d'autant plus libre que je suis indifférent au spectacle des choses que je vois présentes devant moi, et qu'aucune d'entre elles n'a plus d'importance pour moi. Et lorsque je suis parfaitement indifférent, lorsque plus rien n'a de valeur absolue, alors dans ce cas, je suis parfaitement libre. Pour avoir le choix et pour rester dans cette liberté d'indétermination, il faut précisément que je sois aussi peu déterminé que possible et donc que je sois aussi incapable que possible de me déterminer moi-même dans une voie particulière.
La liberté d'indifférence suppose donc de déconstruire l'idée du bien et du mal. Parce que s'il y a un bien et un mal, s'il y a une voie de la construction, de la vie, de la fécondité, de la réussite et une voie de la destruction et du malheur, dans ce cas, nous ne sommes plus du tout indifférents. Nous sommes à la croisée des chemins, mais elle est déjà d'une certaine façon balisée. Notre choix est déjà marqué à l'avance par quelque chose qui nous précède et qui s'impose à nous de l'extérieur. La liberté d'indifférence, c'est la liberté qui consiste à avoir le choix. J'en vois un exemple tout à fait symptomatique dans le regard que notre société porte, par exemple, sur la jeunesse, sur l'adolescence. L'adolescence, c'est précisément le temps de cette liberté d'indifférence, pour plusieurs raisons. D'abord parce que être jeune, c'est ne pas avoir encore construit sa vie, alors que quand on a 50 ans, on a déjà fait beaucoup de choix qui nous ont construits et sur lesquels on ne reviendra pas. Et cette liberté de l'adolescent qui a tous les choix ouverts devant lui nous fascine. Et puis, la liberté de la jeunesse, c'est aussi la liberté de la déconstruction, la liberté de la crise d'adolescence qui déconstruit précisément les repères qui ont été transmis avant nous. Et la liberté de l'adolescence, c'est celle qui nous fascine. Pour nous, être libre, c'est faire preuve d'esprit critique, c'est faire preuve d'ironie, c'est-à-dire c'est entrer dans cette logique de déconstruction de tout ce qui pourrait se présenter à nous comme une norme qui viendrait justement nous déterminer dans une voie particulière. La liberté d'indifférence s'opère par la déconstruction de l'idée du bien et du mal. Si vous voulez, la liberté d'indifférence, c'est celle qui transforme le marché en idole. Parce que le marché, c'est le lieu de l'indifférence. Le marché, c'est le lieu où précisément vous êtes libre de choisir, où vous pouvez faire un choix. Et de fait, nous sommes, nous, les individus du XXIe siècle, nous sommes les êtres du supermarché. C'est-à-dire de ce marché où tout est présent et nous pouvons tout choisir. Nous avons une variété infinie de produits qui nous sont présentés et il n'y a pas d'autre différence entre nous que celle de nos moyens de consommation. Lorsque je suis capable d'acheter, je peux acheter ce que je veux de façon parfaitement indifférente. La liberté d'indifférence voudrait que la vie entière, que l'existence humaine, que la totalité de notre expérience ressemble à ce supermarché. C'est-à-dire que tout puisse être objet de choix, que tout puisse être objet de notre décision, et que rien ne vienne s'imposer à l'intérieur de ce marché comme une valeur transcendante, comme une norme supérieure qui constituerait une forme de différence, qui introduirait une forme d'altérité, un bien et un mal. Regardez par exemple les derniers développements que nous entrevoyons à travers les projets de réforme de société que nous avons pu observer en France ou en Europe. Ils consistent à faire en sorte de faire entrer dans un marché, c'est-à-dire aussi d'ailleurs dans le règne de l'économie, la totalité des lieux de notre expérience, la totalité des lieux de notre vie. Par exemple, l'amour. Je suis très frappé de voir à quel point ma génération est tout entière habitée par l'économisation de la relation affective. Aujourd'hui, il y a un marché de l'affectivité avec ces sites internet où vous pouvez adopter un mec, etc. Si vous êtes plus ou moins riche, si vous êtes plus ou moins bien positionné dans la société, vous pouvez avoir accès à des profils qui sont plus ou moins intéressants. Et donc, vous vous renseignez, puis avec votre capacité d'achat, eh bien, vous pouvez avoir accès à des produits de nature plus ou moins valorisée. Et donc, vous voyez, y compris l'affectivité rentre dans le règne de l'économie, mais ce sera aussi peut-être demain en France le cas de la fécondité, le fait même de donner la vie qui pourrait devenir, là encore, objet d'une transaction commerciale. On voit l'extension du domaine de ce supermarché qui croît. Et là encore, évidemment, qu'est-ce qui est interdit? Quelle est la seule chose qui soit considérée comme un mal absolu? C'est l'idée de considérer qu'il pourrait y avoir dans ce supermarché une norme qui s'imposerait à tous. Une norme du bien et du mal qui viendrait restreindre notre liberté. Du moment qu'un désir s'exprime, l'individu consommateur doit pouvoir être satisfait. Et le fait d'opposer à ce désir l'idée même d'une responsabilité, par exemple, ou l'idée d'une norme qui nous précéderait, c'est immédiatement introduire quelque chose qui est d'une certaine façon le seul mal absolu pour la société contemporaine. Et nous en avons eu évidemment l'exemple l'an dernier à travers le débat sur le mariage pour tous. Le mariage pour tous, c'est précisément l'expression d'un désir qui s'exprime. Ce désir doit être satisfait. Et le fait même de considérer qu'il pourrait y avoir une petite objection à l'idée que ce désir, dans sa satisfaction, apporte un bien ou un mal, cette simple idée, cette simple contestation, ce simple doute, suffit à vous faire entrer dans la catégorie de ce que notre société contemporaine considère de façon paradoxale comme le mal absolu. C'est-à-dire, il n'y a plus de bien et de mal, mais la seule chose qui soit vraiment un mal absolu, c'est de considérer qu'il y a un bien et un mal. Donc la liberté d'indifférence, c'est la liberté de la déconstruction de tout ce qui pourrait s'imposer à nous comme une norme transcendante. Et son outil le plus efficace, c'est précisément l'ironie, cette arme qui est d'ailleurs au cœur même
de la philosophie politique contemporaine, et notamment de la philosophie politique relativiste anglo-saxonne. Je pense à un philosophe contemporain qui est décédé récemment, qui s'appelle Richard Rorty, qui est un philosophe passionnant, l'un des seuls relativistes assumés, c'est-à-dire qui assume une position véritablement relativiste. Richard Rorty dit que l'outil de la libération contemporaine, c'est l'ironie. L'ironie, d'ailleurs le monde de l'humour et le monde de l'ironie sont les seuls mondes qui sont encore autorisés à produire des idoles aujourd'hui. Tout le reste, il faut le déconstruire, il faut briser les idoles à coups de marteau, et en particulier briser tout ce qui prétend incarner une forme d'autorité. Toute autorité doit être mise à bas, et d'ailleurs, bien souvent, dans le monde contemporain, les autorités contribuent avec enthousiasme à leur propre dénigrement. Mais alors, les autorités qui prétendent encore tenir à quelque chose de sérieux sont les grandes adversaires de notre liberté d'indifférence, et ce sont en particulier les religions, et en particulier, évidemment, pour notre vieux monde occidental, la religion catholique, qui prétend encore dire qu'il y a quelque chose de bon et de mauvais. Quel incroyable scandale que de restreindre ainsi notre liberté. De ce point de vue-là, on peut comprendre, avec un regard un peu plus éclairé, le débat qui peut animer nos discussions sur la question du libéralisme. De fait, le libéralisme ne ressemble pas du tout, dans son fondement philosophique, à cette affirmation d'une liberté d'indifférence, parce que le corollaire du libéralisme, c'est la responsabilité. Vous l'avez dit, hein, le respect du droit de propriété implique que le propriétaire soit responsable. Et la véritable reconnaissance de propriété, on va peut-être même dire la reconnaissance de la propriété plutôt que le simple droit de propriété, parce que la propriété suppose des devoirs et pas seulement des droits. Et être propriétaire, c'est avoir des devoirs et c'est répondre de ce dont on est propriétaire. Or, ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui n'a rien à voir avec ce libéralisme. Et vous nous avez bien expliqué comment, paradoxalement, l'État-providence, tel qu'il se présente aujourd'hui, en prenant en charge la totalité de l'incertitude morale, en prenant en charge la totalité du discours normatif et la totalité de la préoccupation morale du plus pauvre, nous déleste de notre responsabilité et accomplit donc ce qui est à l'exact opposé du libéralisme. Il n'y aurait pas de meilleur remède, pourrait-on dire, à cette liberté d'indifférence que de revenir au sens initial du libéralisme, qui est précisément affirmation d'une liberté qui soit responsabilité, parce que cette liberté nous relie à l'autre, elle nous relie aux autres, et que nous vivons en commun. Et c'est peut-être mon deuxième point, l'affirmation de la liberté contemporaine passe aussi par une déconstruction de l'idée même de l'altérité, de l'idée même de l'autre. Et de fait, la deuxième grande tension qui anime les sociétés contemporaines, c'est la revendication d'une égalité qui ne soit pas simplement égalité de traitement, qui ne soit pas simplement égalité de dignité, mais qui soit égalité dans l'uniformité des conditions, dans l'uniformisation des situations. Notre siècle est plus passionné d'égalité encore que celui de Tocqueville, qui pourtant voyait dans les sociétés démocratiques des sociétés habitées par la passion dogmatique de l'égalité. Notre siècle, pourrait-on dire, est passionné par l'uniformité. Et nous le voyons bien à travers un horizon de débat qui anime nos sociétés, bien au-delà encore du monde de l'économie. C'est par exemple la question du genre qui nous traverse aujourd'hui. Précisément, dans le genre, il y a cette espèce de rage profonde contre l'altérité, contre l'idée que notre humanité puisse être traversée par des différences. C'est-à-dire quelque chose qui s'impose à nous et qui nous empêche de nous croire tout-puissants, parce que s'il y a quelque chose d'autre que moi dans le monde, alors je ne suis plus la totalité du monde et je ne peux pas représenter la totalité de l'expérience humaine. De fait, pour revenir sur cette simple différence qui aujourd'hui est au cœur du débat politique et du débat culturel contemporain, la différence des sexes est une gifle infligée à notre désir de toute-puissance. Et à travers la revendication de la PMA, de la GPA, il y a la revendication de l'individu contemporain qui voudrait pallier par l'argent à son impuissance. Ça veut dire, aujourd'hui encore, dans notre législation rétrograde et dépassée, moi qui suis un homme, si je veux avoir un enfant, je ne peux pas être père tout seul. Il faut que je trouve quelqu'un qui accepte d'être ma complice. Si je veux pouvoir vivre cette expérience de la fécondité qui accomplit l'expérience humaine d'une façon ou d'une autre. Eh bien, cette idée nous est insupportable. Je veux pouvoir m'accomplir tout seul. Je veux être un self-made man, un homme qui se fait tout seul, qui s'accomplit à lui tout seul. Et moi qui ai de l'argent, je veux pouvoir, par la puissance de mon argent, faire de mon argent le moyen de ma puissance et le moyen de vaincre les résistances que la nature m'impose encore. L'indifférence s'opère donc, en ce second lieu, par la suppression de cette altérité, de ces singularités qui habitent notre monde.
Et de ce point de vue-là, je voudrais faire une toute petite relation. J'étais très frappé en lisant l'exhortation apostolique du pape François, de sa proximité avec un certain nombre de textes philosophiques, dans l'avertissement qu'il nous porte, et notamment avec quelques textes marquants de Heidegger, qui nous parlent précisément de cette entrée dans le monde de l'indifférence et de cette subversion de l'économie qui accomplit l'uniformisation du monde lorsque la technique en devient l'idole. Heidegger nous aide à reconnaître la singularité de notre époque dans la distinction entre le travail de l'artisan et le culte de la standardisation industrielle. L'artisan, nous dit Heidegger, lorsqu'il construit une table avec du bois, il travaille avec ce bois particulier qu'il a sous la main, et sa main se fait aux diverses façons du bois, à ses nœuds, à son histoire, à sa maturité propre, au type de bois qu'il travaille. De fait, quand vous achetez un bureau Ikea, vous ne retrouvez pas tout à fait cette attention à la singularité du bois. Il s'agit d'une production standardisée, une production qui, pour aller plus vite et pour être plus rentable, précisément ignore la singularité pour produire en grand nombre des séries toutes identiques. Et le grand péril, nous alerte Heidegger, c'est que cette progression indéniable de l'industrie ne finisse par transformer notre propre humanité. Au fond, d'une certaine façon, nous voyons bien que la technique est la grande idole de notre temps, la grande idole qui progresse et qui étend son pouvoir par elle-même. Et c'est déjà une première subversion. Ordinairement, la technique répond à un besoin, elle répond à un problème. Vous preniez l'exemple de la voiture, j'ai besoin de me déplacer d'un point à un autre, et pour me déplacer d'un point à un autre, eh bien je prends ma voiture. L'artifice technique est un moyen de répondre à un besoin, à la situation de dénuement où je me trouve placé lorsque je suis dépouillé de toute capacité de satisfaire mon besoin. Aujourd'hui, nous voyons que la technique progresse, et c'est peut-être la cause de notre inquiétude devant la technique, non plus pour répondre à un besoin, mais par son propre mouvement. Et les industriels produisent des objets que nous n'aurions jamais imaginé acheter il y a encore quelques années et qui pourtant deviennent incontournables dans la société contemporaine parce que la technique les rend ainsi et que l'économie, dans son propre mouvement, les sécrète. On pourrait dire qu'au fond, vous voyez, le grand risque, c'est précisément que la technique ne finisse par gouverner le monde. Et on voit d'ailleurs la relation ambivalente entre la technique et la politique et la question de l'expertise, la parole de l'expert qui habite aujourd'hui la société, comme si elle venait nous délivrer, nous débarrasser de notre responsabilité, comme si on pouvait laisser la technique faire notre bonheur, faire notre décision commune, comme si on pouvait abandonner à la technique le soin de nous gouverner. Cette question, au fond, de la place de la technique, elle engage justement la réflexion sur la différence. Parce que le grand risque, c'est que nous n'entrions nous-mêmes dans cette indifférence, que nous ne fassions entrer notre humanité dans cette indifférence que la technique sécrète pour rendre le monde manipulable. De fait, c'est très utile pour la technique de construire des machines-outils et de produire des objets en série qui soient standardisés parce qu'elle les manipule plus facilement et qu'elle les écoule plus simplement. Mais le grand risque, c'est que notre propre humanité ne rentre à son tour dans cette standardisation. Le grand risque, c'est que précisément, elle ne finisse par considérer les hommes eux-mêmes comme des numéros. Heidegger nous dit, avec une prescience assez étonnante, puisqu'il ne connaît pas encore l'informatique, mais que le grand risque de demain, c'est la numérisation du monde. C'est que tout soit transformé en nombre. Et là, on retrouve, vous voyez, la révocation de l'idée même de transcendance. C'est-à-dire que plus rien ne soit supérieur à autre chose, mais que nous soyons dans un pur monde d'indifférence où chacun soit un simple numéro, manipulable et déplaçable à merci. Et de fait, il y a dans la globalisation du monde, dans un certain type de mondialisation, ce danger de l'indifférence. Et j'ai trouvé extraordinairement prophétique la parole du pape François à Lampedusa, alertant notre humanité sur le risque d'une mondialisation de l'indifférence. On voit bien que le pape François ne désigne pas simplement un sentiment d'indifférence par là, une forme d'égoïsme qui se décrirait de façon assez superficielle. Mais à travers la mondialisation de l'indifférence, il désigne la construction d'un monde, c'est-à-dire la construction d'une structure globalisée où les hommes ne seraient plus traités autrement que comme des numéros, ne seraient plus traités autrement que sous l'angle de la statistique, de la logistique, de la cybernétique, qui finissent par remplacer le caractère nécessaire pourtant de la réflexion éthique qui précisément nous aide à distinguer des différences entre le bien et le mal, différences entre les cultures, différences entre les hommes, différences de fait du coup aussi entre les situations où ils se trouvent placés et les responsabilités, ce que l'Église nous aide à reconnaître comme la variété des devoirs d'État. De fait donc, il faut, me semble-t-il, que nous soyons capables de regarder ce qui se produit, non pas comme un phénomène de nature politique, ce serait une grande erreur, ou comme un phénomène de nature économique ou médiatique, mais comme un phénomène qui est authentiquement de nature anthropologique et qui concerne notre humanité dans son intégralité.
Et je voudrais terminer simplement en faisant une petite réflexion sur, et là je rejoindrai la question, sur une question que la philosophie partage avec l'économie, qui est la question de la valeur. Comment pouvons-nous répondre à cette question de l'indifférence ? Bien souvent, je suis très frappé de voir que nous acceptons d'entrer dans une rhétorique qui est elle-même profondément relativiste, qui est celle précisément du supermarché, et qui est la rhétorique des valeurs. Nous voulons engager le combat pour les valeurs, par exemple. Nous voulons défendre nos valeurs. Nous voulons militer pour nos valeurs. Il me semble que c'est une erreur dramatique, bien qu'elle soit animée par des intentions parfaites, que de rentrer nous-mêmes dans ce lexique des valeurs. Parce que la valeur est toujours le produit d'une évaluation. Des choses qui ont... Et c'est toujours donc une affirmation parfaitement relativiste. Des choses qui ont beaucoup de valeur pour moi peuvent n'en avoir aucune pour vous. Et c'est tout à fait normal. Par exemple, je ne sais pas, le souvenir une photo de la maison où j'ai grandi. Cette photo n'a aucune valeur pour vous, mais elle en a beaucoup pour moi. Elle a une valeur sentimentale. On arrive d'ailleurs au problème de l'assurance. Comment assurer ce qui a une valeur qui n'est pas évaluable de façon marchande. Bref, la valeur est toujours le produit d'une évaluation. Et cette évaluation est contingente. Elle dépend des personnes et elle dépend des circonstances. Des objets qui ont beaucoup de valeur dans une circonstance donnée peuvent perdre subitement toute leur valeur. Imaginons que demain, par exemple, subitement, une guerre se déclenche et qu'il n'y ait plus du tout de pétrole, plus du tout d'essence disponible, d'un seul coup, nos voitures perdront toute valeur. En tous les cas, celles qui fonctionnent avec de l'essence. Et les voitures électriques en gagneront énormément, peut-être. Bref, les réalités qui ont de la valeur voient leur valeur évoluer en fonction des circonstances et en fonction des personnes. Affirmer donc que nous défendons nos valeurs, c'est nous placer nous-mêmes dans cette situation parfaitement relativiste où nous disons que certains ont des valeurs, d'autres ont d'autres valeurs, que nous avons nos valeurs et que nous voulons défendre nos valeurs. Affirmer qu'il y aurait, au fond, dans le jeu politique, dans la vie sociale, des lobbies qui s'affrontent. Il y a des lobbies qui sont contre nous, nous avons notre propre lobby, nous voulons défendre nos clochers, et donc nous sommes un lobby contre d'autres lobbies. Et nous regrettons d'ailleurs d'être un lobby moins efficace que d'autres lobbies ou d'être victimisés par des lobbies plus puissants que nous. En réalité, nous ne sommes pas un lobby. Et nous n'arriverons pas à engager le dialogue avec la société contemporaine si nous n'avons pas une conscience très profonde que ce pourquoi il faut nous engager, c'est précisément quelque chose qui transcende le marché, quelque chose qui excède la valorisation qui a lieu à l'intérieur du monde de l'économie. L'économie ne trouve tout son sens que si elle est un monde particulier, qui est au service de l'accomplissement de l'expérience humaine. Si elle devient la totalité de notre expérience, si elle devient la totalité du monde dans lequel nous évoluons, et si nous-mêmes, dans notre relation à l'engagement politique, à l'engagement social, à l'engagement culturel, nous faisons par la défense des valeurs de notre engagement une traduction économique, il me semble que nous aurons perdu le sens de toute valeur et que nous aurons privé, y compris l'économie, de sa propre valeur, parce que si tout se vaut, alors rien ne se vaut, et si tout a de la valeur, alors rien n'a véritablement de valeur. Il faut donc que nous revenions à cette idée fondamentale que nous avons à nous engager pour le bien de l'homme, pour le bien de tout homme, et que ceci n'est pas une valeur, mais que ceci est en soi quelque chose qui vaut pour soi et pour lui-même, indépendamment de toute évaluation et de toute considération circonstancielle ou personnelle ou culturelle. Et je crois que c'est probablement par là que nous parviendrons à réengager le dialogue avec le monde contemporain, à redonner son sens à notre expérience économique, à redonner son sens aussi à notre expérience politique. Parce que, et c'est par là que je terminerai, cette liberté d'indifférence dont la crise actuelle n'est que l'accomplissement parfait, parce que la crise actuelle n'est pas un accident, elle est la réussite d'un projet. La crise actuelle est l'accomplissement parfait de cette liberté d'indifférence qui nous coupe d'autrui et qui nous empêche de retrouver le sens de la communauté, de retrouver ce que le pape François appelle dans Evangelii Gaudium, cette magnifique formule, de retrouver la joie d'être un peuple. Merci beaucoup.